Ok, on va donc démarrer en espérant que d'autres personnes puissent se joindre à nous. Et donc, merci pour ce nouveau forum, le premier forum de l'année 2026, qu'on a choisi de dédier aux questions de plaidoyer et de positionnement politique. Vous imaginez que ce n'est pas tout à fait un hasard après l'année 2025 qu'on a traversée. Et donc, qui s'intitule Face aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques, quel plaidoyer et quel positionnement politique des ONG. Du coup, oui, pardon, je ne me suis pas présentée, Aline, animatrice du réseau environnement humanitaire. Comme d'habitude, on va commencer pour ce forum donc, de 2 heures par des petites mises à jour sur ce qui s'est passé au REH ces derniers mois. Et puis, on finira aussi avec les perspectives pour les 3 prochains mois. Je vais en profiter puisque vous verrez dans les actus, il y a eu une nouvelle déclaration d'engagement qui a été publiée, ou du moins la précédente a été amendée. Donc, je vais vous faire une petite mise à jour là-dessus. Et puis ensuite, on aura le plaisir de passer la parole aux 2 intervenants. Donc, je précise que malheureusement, notre troisième intervenant, qui était Xavier Turquin, directeur général chez Greenpeace Luxembourg, ne peut finalement pas être avec nous. Mais voilà, on est quand même très très heureux d'accueillir donc Jade Chartebro, qui est chargée de projet pour l'ONG Envol Vert et qui a donc écrit un mémoire en posant la question: les ONG humanitaires doivent-elles porter un plaidoyer climatique? Elle était donc en stage chez Médecins sans frontières, mais je n'en dis pas plus. Merci beaucoup, Jade, d'être avec nous depuis le Pérou. Et ensuite, on donnera la parole à Jean-Martial Bonis-Charan, donc qui est à ma droite, cofondateur de Kéros et qui a donc écrit avec Martin aussi, avec Martin, l'étude Poursuivre, s'adapter, se réinventer face à des vents contraires. Quelle capacité d'agir pour les organisations de solidarité internationale dans un contexte politique et géopolitique qui met en cause leur légitimité. Du coup, un titre long, mais voilà, on aura beaucoup de choses à dire et un grand merci, Jean-Marcel, d'être parmi nous et en présentiel depuis les locaux donc, de Médecins du Monde. Je ne l'ai pas dit, mais merci à Médecins du Monde de nous accueillir. Et donc, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Simplement, juste de ne pas couper la parole à Jade et Jean-Martial quand ils présenteront, mais sinon, à moi, vous avez le droit de couper la parole quand vous le souhaitez. À moi aussi. Ah, ok. Bon, Jean-Martial aussi, il veut bien qu'on lui coupe la parole. Cyril, est-ce que vous partagerez? Oui, bien sûr. Pardon, je ne l'ai pas reprécisé. À chaque forum, on fait un compte-rendu qu'on partage avec tous les participants, qui est aussi accessible sur le site internet. Et également, cette présentation sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du REH pour si jamais il y a des passionnés qui veulent revoir la séquence. Du coup, c'est l'occasion de vous dire un petit mot sur ce qui s'est passé au REH ces 3 derniers mois. Je reprécise que donc, le réseau environnement humanitaire accueille 4 groupes de travail, un sur le carbone, un sur les évaluations environnementales, un autre sur les déchets et enfin un sur les achats responsables, et que tous ces groupes de travail composés de plein d'organisations membres du REH produisent phosphore et produisent connaissances et travaux. Donc, n'hésitez pas, on met les publis sur le site internet régulièrement. Et n'hésitez pas à les rejoindre si vous êtes intéressés. Le groupe de travail évaluation environnementale a sorti en décembre dernier son nouveau module santé-nutrition, qui a été donc présenté lors d'un webinaire avec le Global Nutrition Cluster le 10 décembre. Je vois que Chantal... Ah ben non, c'est pas Chantal qui est en ligne, c'est moi qui ai mis les photos de Chantal. Pardon. Donc voilà, c'était une présentation de ce nouveau module qui était assez attendu puisque l'outil souvent utilisé, qui est le NIT+, ne comprend pas de module santé-environnement. Donc on espère que voilà, il va répondre à ce besoin, et il y a toujours un formulaire en ligne pour faire des retours sur ce module-là précisément. Et je précise que la matrice est toujours en anglais, français, espagnol. Le groupe de travail a également réalisé des tutoriels vidéo de la MERA. Donc, merci au groupe de travail et n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez cliquer directement sur les liens. Alors, on a eu un peu grosse nouvelle. Donc, d'abord, on a eu le rapport de suivi de la déclaration d'engagement
à Année+5 qui est sorti lundi. Pour rappel, une déclaration d'engagement avait été prise en 2020 et signée par 15 ONG. Et donc, le secrétariat du REH assure le suivi annuel. Et donc, vous pouvez retrouver le rapport, la version complète un peu longue ou la version plus courte de 2 pages directement sur le site internet du REH. Et je vais vous en dire un mot juste après, malgré tout. Et également la version amendée de la déclaration d'engagement sur laquelle je vais aussi un petit peu revenir. On a aussi lancé, comme convenu, un nouveau groupe de travail sur la gouvernance du REH qui répond à 2 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on va passer à un système de cotisation pour les organisations membres, donc ça restera gratuit pour les individus. Par contre, les organisations et pour les petites organisations, ça va également rester gratuit. En revanche, pour les plus grosses organisations, il y aura un système de cotisation qui va être mis en place à partir de 2027. Donc, on a mis en place un groupe de travail pour définir plus précisément les modalités, la grille tarifaire, etc. Et le deuxième objectif de ce groupe de travail, c'est la révision du membership, c'est-à-dire quelles organisations, qui peut être membre du REH, quelles sont les conditions d'adhésion. Et donc, tout ça, on va le repréciser avec le groupe de travail gouvernance. Groupe de travail qui est mixte, qui comprend à la fois des organisations du comité de pilotage du réseau, et à la fois des membres individuels qui souhaitaient en faire partie. On a aussi lancé un appel à contribution volontaire pour 2026, puisque le réseau environnement et volontaire, comme malheureusement de nombreuses autres organisations, rencontre des difficultés financières. Donc, on a fait un appel à contribution auprès des organisations membres. On a aussi lancé solennellement cet appel lors de la réunion des directions générales en octobre dernier. Et du coup, c'est en cours et on voulait, par souci de transparence, on a des promesses budgétaires d'environ 20 000 € et on remercie énormément tous les organisations membres qui ont volontairement contribué pour 2026 pour soutenir le réseau. Et dernière info de ce qui s'est passé, alors en fait, on parle quasiment au présent, c'est les séminaires des groupes de travail. Donc cette semaine, c'est pour ça qu'on est à Paris aussi, le groupe de travail Carbone s'est réuni lundi matin pour faire son séminaire et demain, on aura 2 séminaires l'un après l'autre, le groupe de travail achat et celui du groupe de travail déchets. Je précise juste que ces séminaires, pauvre Julie, elle est dehors. Ces séminaires ont pour objectif de travailler sur la planification pour l'année 2026. Donc, l'objectif, c'est de définir les activités à mener par les différents groupes de travail pour cette année et de voir les moyens qu'on peut y consacrer. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc bienvenue. Je poursuis avec un petit focus sur le rapport de suivi de la déclaration à Année+5. Donc, cette fameuse déclaration qui a un peu la colonne vertébrale du REH, vous pouvez la retrouver sur le site internet. Elle a son onglet propre en haut à droite. Et donc, les organisations signataires, 15, ont pris les engagements que j'ai présentés là sur cette slide en haut. Donc, mesurer les impacts environnementaux des organisations et des programmes de manière régulière, réduire l'empreinte carbone avec des objectifs de réduction chiffrés de moins 30% d'ici 2025 et de moins 50% d'ici 2030, adapter l'action humanitaire face aux nouveaux enjeux environnementaux et climatiques, communiquer, c'est-à-dire dès que possible et de manière annuelle, les informations pour qu'elles soient publiques, et entraîner d'autres acteurs pour rehausser l'ambition. Pardon, parce que j'imagine que pour certains, c'est une redite, mais c'est bien, on les garde en tête. Alors, évidemment, ça va être difficile en une slide de vous résumer le rapport de 50 pages que je vous recommande, ou le 2 pages si vous n'avez pas le temps. Mais voilà, quelques éléments. Forcément, un premier élément de contexte, puisque 2025, ça a été une année de crise qui risque malheureusement de durer, mais aussi de choix. Alors, on voulait aussi, dans le rapport, on a des exemples d'organisations qui témoignent du fait que cette crise, qui est avant tout une crise économique pour les organisations, elle s'est aussi traduite par des mesures en réalité écologiques pour ce qui concerne notamment les déplacements
la prolongation de la durée de vie des équipements, etc. Mais malheureusement, avec des grandes difficultés pour les ressources humaines, et notamment les ressources humaines qui sont en charge du sujet de la transition écologique. Ça a aussi été une année de choix, puisque c'est l'année de la révision de la déclaration. J'en dis pas plus, c'est la c'est la slide suivante, dans laquelle beaucoup d'organisations se sont mobilisées autour de cette question de faut-il revoir la déclaration, et on verra les résultats. Le deuxième résultat de ce rapport de suivi, c'est que la décarbonation, elle est difficile. Alors ça, on s'en doutait déjà, mais elle est aussi difficile à suivre. Les organisations, malgré la présence du groupe de travail carbone et malgré les référents dans les organisations et toute l'énergie qui a été mise à produire des bilans carbone, et si possible de manière régulière, les organisations rencontrent des difficultés à obtenir des chiffres. Et donc, je vous ai juste mis un petit tableau extrait du rapport, alors pas du 2 pages, du rapport complet. En fait, sur les 15 ONG signataires, on n'en a que 5 qui sont capables de définir une tendance, avec par ailleurs aussi des niveaux d'incertitude. Mais du coup, peut-être l'élément le plus intéressant, c'est que 10 ONG ne sont pas capables de produire de définir une tendance, simplement parce qu'elles ont soit qu'un seul bilan carbone, soit zéro, soit qu'ils ont des problèmes méthodologiques de comparaison entre les deux bilans carbone, soit même que leur cible ne soit pas suffisamment définie, c'est-à-dire que l'année de référence n'est peut-être pas précisée, la nature de la réduction n'est pas précisée. Donc voilà, c'est quand même un résultat significatif qui méritait d'être souligné. Et par ailleurs, dans les organisations qui arrivent à distinguer des tendances, on a 2 ONG qui sont en fait des tendances à la hausse pour leurs émissions de gaz à effet de serre, et 3 qui sont à la baisse. Et on constate que en fait, les émissions à la hausse s'expliquent en particulier parce que leurs engagements sont en valeur absolue et donc dépendent de leur volume d'activité. Et donc, si leur volume d'activité a augmenté, il est somme toute assez logique de voir leurs émissions plutôt partir à la hausse. Donc voilà, c'est aussi des chiffres qui sont difficiles à interpréter. Et évidemment, c'est pas parce qu'on donne ces chiffres qu'il n'y a pas eu tout un tas de tendances intermédiaires. Hein. Là, on a donné que 2 points, on a fait le calcul que sur 2 points. Mais c'est pas parce qu'il y a une baisse à une année qu'il ne peut pas y avoir une hausse, etc. Donc, on va essayer de suivre ça. Mais le premier constat, le constat de ce rapport, c'est que c'est extrêmement difficile. Ce qui pose une question de redevabilité quant aux objectifs chiffrés. D'ici 2025, évidemment, 2025 c'était hier, mais les ONG n'ont pas encore fait leur bilan carbone pour 2025. On attendra la fin de l'année 2026 pour ça, peut-être. Mais ça pose aussi une question pour 2030. Alors, troisième point, on a des changements structurels, mais aussi des limites opérationnelles sur les terrains. Il est évident qu'un certain nombre d'éléments dépendent des contextes. On pense notamment aux infrastructures de gestion des déchets, les services qui existent. Donc voilà, les organisations n'interviennent pas ex nihilo. Il y a un contexte, et ce contexte est souvent défavorable pour la transition écologique. On a un agenda environnemental qui reste à articuler avec les enjeux d'adaptation et de localisation. Le REH se focalise beaucoup sur les enjeux d'atténuation, comme vous le savez, mais on garde en tête que ça n'est pas suffisant et qu'en fait, il faut penser l'adaptation pour éviter la maladaptation. Et il reste aussi à creuser les enjeux de localisation et dans quelle mesure les agendas sont convergents et contribuent à la même dynamique, ou est-ce qu'il y a des tensions entre les enjeux de localisation et les enjeux environnementaux? Et dans ces cas-là, quels sont-ils? Comment on les surmonte, etc. Donc ça, il y a encore du travail et de la réflexion à mener au niveau des ONG. Et le dernier point, on encourage les organisations signataires à améliorer la communication et à garder une dynamique collective. Améliorer la communication parce qu'on s'est rendu compte en allant regarder leur site internet, en allant regarder les politiques environnementales des ONG, que c'était pas toujours, qu'il n'était pas toujours fait référence à la déclaration d'engagement, au REH, etc. Et ça pose un problème de portage institutionnel.
On me dit, on me souffle à l'oreillette que je suis en retard, donc je vais plus rapidement. Vous avez dû recevoir donc le mail lundi, mais qui annonçait l'amendement de la déclaration. Le premier point qu'on voulait partager auprès du forum, c'est que cette déclaration, elle a été amendée pour prendre en compte les enjeux de justice climatique. Je vais essayer de vous en dire un mot, mais le GT Carbone a réalisé une note de positionnement à ce sujet et je vous invite à la lire. Elle fait 9 pages, mais je crois qu'elle est bien faite. Et on a donc abouti à une nouvelle déclaration. J'ai ici mis en rose les nouveaux éléments pour vous faciliter la lecture. Si je dois résumer en 2 mots ce qui a les changements, le premier changement le plus important, c'est que les cibles de décarbonation sont maintenant hors biens et services aux populations. Donc c'est l'engagement numéro 2, réduire nos impacts environnementaux et climatiques. Donc on a rajouté environnementaux pour sortir du tunnel carbone, c'était le deuxième objectif. Mais vous voyez que le premier bullet point, c'est réduire de moitié nos émissions de fonctionnement d'ici à 2030. Relativement à nos volumes d'activité, donc en rose, ce qu'on a ajouté, ou plutôt précisé, pour être bien sûr que les biens et services qui sont distribués aux populations les plus vulnérables dans le cadre de l'aide internationale ne sont pas concernés a priori par les cibles de réduction. Et parce qu'on reconnaît malgré tout qu'on peut apporter des améliorations aux populations en réduisant l'empreinte carbone, on a aussi rajouté le point 2, mettre en place de bonnes pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale liée aux biens et services directement fournis aux populations, pourvu que celle-ci soit bénéfique pour les populations et acceptée par celles-ci. Donc on rajoute un élément, d'acceptabilité sociale et évidemment de ne pas porter atteinte aux populations qu'on entend assister. Alors, la déclaration, elle a été amendée, mais du coup, il y a eu un renouvellement de signatures. Certaines organisations ont choisi de quitter la déclaration, quand d'autres ont choisi de rester. Plus, on a 2 nouvelles organisations qui ont rejoint aussi la déclaration, Entrepreneurs du Monde et l'ONG GADI, qui est une ONG nationale de Centrafrique. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter sur sur les intervenants qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, mais c'était un événement important pour le REH, donc je voulais le préciser. Et puis, je crois que ça fait quand même le lien avec le sujet qui nous anime aujourd'hui, puisque c'est quand même pour des questions de justice climatique et quelque part de positionnement politique du réseau qu'on a choisi d'amender la déclaration. Donc voilà, ça fait une petite transition. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou contacter directement le secrétariat. Je vois que Cyril a des questions, je vais répondre dans le chat, mais pour ne pas perdre du temps, je voudrais tout de suite donner la parole à Jade. Est-ce que Jade, tu nous entends? N'hésite pas à allumer ta caméra si tu peux, je ne sais pas si tu... Je vous entends bien, je vais partager ma présentation. Ah oui, pardon, attends, j'arrête mon écran. Ah bah, tu as pu l'arrêter tout seul, c'est bien. Tu t'en sors? Non, ça, il y a un petit blocage, donc je veux bien que tu partages la présentation. Ben, je te laisse te présenter pendant que j'essaie de retrouver ta présentation. Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Je tenais d'abord à remercier Aline de m'accorder cet espace aujourd'hui pour présenter les résultats de mon mémoire, qui portait sur la problématique suivante. Les ONG humanitaires doivent-elles porter un plaidoyer climatique? Donc, pour donner un petit peu plus de contexte sur qui je suis, je suis récemment diplômée d'un Master 2 en développement durable et responsabilité des organisations de l'Université Paris-Dauphine. Et comme l'a précisé Aline au début, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez Médecins sans frontières en tant que chargée de partenariat entreprise. Et actuellement, je suis au Pérou pour réaliser un volontariat de service civique au sein de l'ONG Envol Vert en tant qu'assistante chargée de projet. Donc, Envol Vert, c'est une ONG qui agit maintenant depuis plus de 10 ans pour la protection de la forêt et de la biodiversité en France et dans l'Amazonie colombienne et péruvienne. Alors, je vais juste attendre que la présentation
Vous la voyez, non? Oui, est-ce que tu peux la mettre en grand écran, enfin en format plus large? CTRL R. L. Je connais pas mon ordi, c'est pour ça. C'est censé marcher, ils ont marché. Non, affiche. Forcément, comme ça va. Hein. Comme ça va, non, Jade. Franchement, je suis nulle en informatique, donc... Pas de problème, pas de problème. Donc, je veux bien que tu passes cette slide-là. Et bon, voilà, donc ma présentation que j'ai faite rapidement. Et la slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc mon mémoire, il a porté sur la problématique les ONG humanitaires doivent-elles porter un plaidoyer climatique? Et donc je me suis intéressée notamment au positionnement stratégique du centre opérationnel de Paris de Médecins sans frontières. Super, merci. Et que j'ai mis en perspective avec donc 3 autres acteurs majeurs de l'action humanitaire internationale, ACTED, Action contre la faim, et la Croix-Rouge française. Pour ce faire, j'ai procédé à 9 entretiens avec des professionnels, notamment issus de ces 4 ONG, les référents environnementaux. Je vois qu'il y a Alexandre Chaudonneret présent dans la salle, donc je le salue. Et ainsi qu'une personne du Climate Action Accelerator, et donc Xavier Turquin, directeur général de Greenpeace Luxembourg, qui malheureusement ne peut pas être présent aujourd'hui. Et enfin, Aline, présente aujourd'hui, que j'ai pu donc interroger. Je veux bien que tu passes la slide suivante, Aline. Merci. Donc, un petit peu pour passer dans concrètement, quels sont les résultats. Donc, d'abord, la définition que je donne du plaidoyer, c'est donc un exposé convaincu, argumenté, qui vise à promouvoir une idée, une institution ou une personne. Et donc, la définition du plaidoyer climatique, c'est donc l'idée c'est ce processus de communication et de persuasion qui permettrait d'agir et de prendre des mesures en faveur de la défense du climat. Donc, ce qu'on voit rapidement, c'est donc que le changement climatique, il va avoir un impact très important sur le secteur humanitaire, tant qu'il va augmenter les conséquences, avec des conséquences sanitaires directes sur les populations vulnérables. Donc, sur la carte, on voit qu'il y a vraiment un croisement, alors notamment pour MSF, entre les projets, ces projets terrain, et les zones avec la vulnérabilité climatique la plus élevée. Donc, on le voit notamment en Afrique. Il va y avoir également une hausse des migrations climatiques, donc causée par toute une série de raisons, mais notamment la hausse de une plus grande fréquence des catastrophes hydrométéorologiques, inondations, cyclones, etc. Et malheureusement, à ce jour, il n'y a aucun statut ni protection qui est offert aux déplacés climatiques. Et c'est une situation qui ne devrait pas s'améliorer de sitôt dans un contexte de durcissement des politiques migratoires. Le changement climatique, il vient également augmenter les risques de conflits armés puisqu'il alimente tout ce qui est la pauvreté, les inégalités, et fragilise les institutions civiles. Et que ce phénomène est auto-renforcé puisque les conflits vont eux-mêmes avoir un impact désastreux sur le climat. Il va y avoir, on n'y pense pas forcément instinctivement, mais également une hausse des violences sexistes et sexuelles, puisque le changement climatique, il alimente les tensions économiques et sociales, et ce qui, à son tour, va faire augmenter les violences faites aux femmes et aux filles. Donc un chiffre qui est assez frappant, c'est que les vagues de chaleur font augmenter de 28% les féminicides. Donc voilà, face à ce constat assez affligeant, les acteurs humanitaires, évidemment, ils réagissent, et déjà en interne, ils vont faire leur part avec des objectifs de décarbonation ambitieux. Donc, je vais revenir rapidement dessus puisque Aline l'a pas mal expliqué, mais dans le cadre de mon sujet, il y avait vraiment une réflexion sur le fait que c'est très bien que les ONG humanitaires s'emparent des sujets et des enjeux climatiques, mais ce ne doit pas être seulement d'un point de vue technique, mais aussi plus politique, avec une réelle prise en compte des questions de justice environnementale. Et donc, c'est pour ça que cette révision des objectifs est tout à fait intéressante. Donc ça, c'était l'idée de faire sa part en interne, et les ONG humanitaires vont également faire leur part en externe, et c'est là que le plaidoyer climatique intervient.
Donc, ça se traduit sous différentes formes. Donc, par exemple, la participation au COP, notamment Action contre la faim est très présent, mais aussi d'autres acteurs. Mais il y a aussi la publication de rapports, la signature de chartes, l'adhésion à des réseaux comme celui-ci, le réseau environnement humanitaire, et enfin le plaidoyer interne. Donc, c'est tout ce qui se traduit par des actions de sensibilisation, la participation à des ateliers d'automne, fresques du climat, etc. Et donc une particularité, c'est que donc, le centre opérationnel de Paris de MSF ne porte pas de plaidoyer climatique. Et donc les raisons qui étaient invoquées lors des entretiens, c'est donc un risque de purpose washing, c'est-à-dire que l'engagement social et environnemental serait utilisé seulement comme un outil de communication sans réel engagement derrière. Et, et notamment, si on se focalise sur la participation au COP, le Centre opérationnel de Paris refuse d'y participer, puisque un argument qui est revenu, c'est que les discours ne seraient pas assez percutants, et surtout en comparaison avec d'autres prises de parole publiques qu'a pu prendre l'association, notamment lors de la remise de son prix Nobel en 1999. Je veux bien que tu changes de slide, Aline, s'il te plaît. Donc maintenant qu'on a fait tout ce constat sur quelles sont les conséquences du changement climatique sur les besoins humanitaires, mais aussi sur les acteurs du secteur, sur la question du plaidoyer, je trouvais que c'était important de se poser la question, est-ce que les ONG humanitaires ont la légitimité de porter un tel plaidoyer? Donc pour ça, je me suis intéressée aux différents mandats des 4 ONG de mon travail, donc MSF, Action contre la faim, ACTED et la Croix-Rouge française. Donc, historiquement, il y a vraiment une première période avec de milieu 19e, milieu 20e, où c'est la première génération des ONG humanitaires marquée par l'hégémonie de la Croix-Rouge. Donc, la Croix-Rouge, dont le mandat est inscrit dans le droit international humanitaire et par les conventions de Genève. Et donc, la Croix-Rouge est marquée, elle a choisi de se positionner publiquement selon une logique de dialogue confidentiel, donc c'est-à-dire le fait de ne pas prendre parti auprès des États et ne pas porter publiquement ses revendications, afin de notamment garantir ses accès au terrain. Mais pour autant, elle se réserve le droit de condamner publiquement des violations du droit international humanitaire. Et il y a dans le droit international humanitaire des règles relatives à l'environnement, et donc elle pourrait être amenée à plaider en faveur du respect de ces règles-là. Et dans une seconde partie, donc à partir de 1967 et la guerre du Biafra, donc la seconde génération des acteurs humanitaires qui vraiment marque une rupture avec ce silence humanitaire et qui se revendique du sans-frontiérisme, dont MSF évidemment en est la structure emblématique. Et ce qu'on voit, c'est que tant MSF que ACTED que Action contre la faim, il y a eu une évolution de leur mandat, ou du moins des différentes modalités de prise de parole publique. Par exemple, MSF, à ses débuts, bien que le mythe du Biafra soit vraiment inhérent à son identité, ce qu'on voit, c'est qu'au début, la prise de parole publique, le fait de porter un jugement auprès des États était interdit, et ce n'est qu'à partir des années 90 que cette liberté d'expression a été accordée dans sa charte. Donc finalement, le mandat de ces 4 ONG n'indique pas qu'il y a un devoir de porter un plaidoyer climatique, mais c'est plutôt un droit qui est encadré. Et ce qu'on voit, c'est que les évolutions successives de ce mandat pourraient peut-être à terme y inclure le plaidoyer climatique. Maintenant, si on se focalise sur la question du témoignage, pour le cas de MSF, c'est vraiment un complément indissociable de l'action médicale. Ce qui est revenu sur le changement climatique, c'est qu'il est vraiment important de s'ancrer dans des opérations au terrain. Donc, par exemple, le centre opérationnel de Genève de MSF a une mission à Kiribati, dans un des États insulaires qui pourrait être submergé. Et donc là, ça devient pertinent de plaider en faveur de la protection, de la lutte contre le changement climatique lorsqu'il y a des opérations terrain pour en parler. Des entretiens, ce qui est revenu aussi, c'est vraiment cette distinction entre plaidoyer et témoignage.
le plaidoyer est vraiment présenté comme un autre métier avec des moyens, des objectifs très différents. Mais pour autant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce témoignage, eh bien, il est réalisé dans des instances internationales, devant l'ONU, devant la Commission européenne. Dès lors, il a vraiment des fins argumentatives et un autre poids, et il peut être utilisé comme outil de plaidoyer pour le rendre plus efficace et plus légitime également. Ce que j'appelle légitimation par l'action, c'est de dire que certaines personnes interrogées dans le cadre de mon mémoire pensent que le fait d'avoir une stratégie de décarbonation, c'est un prérequis pour le plaidoyer climatique. Donc, porter une parole publique sur ces sujets-là, c'est un prérequis, puisque en termes de cohérence et de légitimité. Mais pour d'autres, il est intéressant aussi de regarder les ordres de grandeur, puisqu'on voit que le secteur humanitaire en réalité participe extrêmement peu à l'empreinte carbone globale, puisque c'est moins de 1%. Enfin, sur la question des alliances, qu'est-ce qui vient participer à la légitimité des acteurs? Évidemment, c'est les alliances, et notamment avec les acteurs du secteur environnemental. Leur alliance est arrivée tardivement, à partir des années 90, notamment de la conférence de Rio, avec l'introduction de la notion de développement durable, puis le sommet de Copenhague en 2009. Et donc, un exemple qui est assez parlant de cette alliance entre les deux secteurs, c'est donc la campagne commune de MSF et Greenpeace au Luxembourg, donc avec l'idée que on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Et donc, c'était une campagne de collecte de fonds commune qui s'est vraiment concentrée sur le territoire du Luxembourg à l'occasion du jour du dépassement de la Terre. Et donc, c'est une initiative qui est tout à fait intéressante, puisqu'elle permet vraiment une intersection des luttes, et elle présente de nombreux avantages, cette alliance, puisque ça permet de mutualiser les savoirs, d'éviter de répéter les mêmes discours. Donc voilà, il y a vraiment une forme de cohérence et une meilleure efficacité dans les revendications. Et à l'inverse, il y a aussi une convergence des luttes dans l'autre sens, puisque Greenpeace, par exemple, a aussi manifesté pour le cessez-le-feu et la fin du blocus humanitaire à Gaza. Donc vraiment, il peut y avoir cette convergence des luttes dans les deux sens. Enfin, il peut y avoir également une alliance avec le secteur de l'aide au développement. Donc, historiquement, il y avait vraiment cette logique de continuum entre humanitaire, réhabilitation, développement. Donc, c'était la logique du LRRD, qui a été remplacée depuis 2016 par le Nexus humanitaire, développement, consolidation de la paix. Et dans le contexte du changement climatique, bien pour certains auteurs, la distinction entre l'aide humanitaire et l'aide de développement devient contre-productif et obsolète, puisque ce qu'on a constaté, c'est que tous les projets de lutte contre la pauvreté et de prévention, ça permettait de réduire de manière très efficace les dégâts des catastrophes naturelles, qui sont évidemment de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Je veux bien que tu changes de slide. Merci. Et donc, une fois qu'on a dit ça, donc les acteurs humanitaires sont a priori légitime de porter ces plaidoyers climatiques, et en plus de ça, ça paraît tout à fait pertinent, puisque le changement climatique augmente les besoins humanitaires, mais pour autant, évidemment, il faut parler des risques que cela porte. C'est qu'il va y avoir une potentielle contradiction avec les principes humanitaires, donc ces principes notamment de neutralité. Ces principes, ils ont été érigés par le mouvement de la Croix-Rouge en 1965, et ils sont aujourd'hui vraiment emblématiques du secteur. Donc maintenant, si on se focalise sur celui de neutralité, donc dans la définition qui est donnée, il y a deux composantes, celle de ne pas prendre parti dans les hostilités, et celle de ne pas participer à des controverses de nature raciale, politique, idéologique et religieuse. Et donc, évidemment, le premier cas d'application, il est tout à fait pertinent en temps de guerre, mais le second cas d'application, celui de ne pas s'engager dans des controverses, il pose question. Et notamment pour des acteurs comme Médecins sans frontières, qui ont déjà critiqué la politique de migration, la politique migratoire européenne, et également se sont opposés au parti d'extrême droite lors des élections législatives de 2024, qui sont évidemment des sujets à controverse. Et donc, puisqu'il y a cette contradiction entre neutralité principielle et neutralité effective, la pratique du plaidoyer climatique
en tant que telle paraît, bon, certes délicate, mais envisageable. Et si on parle d'autres principes, donc celui de impartialité, donc l'impartialité, la définition qui est donnée, c'est qu'il y a donc deux clauses, une clause de non-discrimination et une clause de proportionnalité des secours. Et en fait, ça signifie qu'il faut prioriser les besoins urgents avant les besoins systémiques de long terme. Et donc, en fait, sauf que, évidemment, à l'ère du changement climatique, eh bien, ça pose question, puisque les conséquences de long terme vont être tellement grandes qu'il s'agirait également aujourd'hui, il est important d'y penser dès maintenant. Et donc, il y a la question de réactualiser ces principes à l'aune du changement climatique. Et évidemment, tous ces espaces de réflexion comme le REH, le groupe URD ou le CRASH de MSF sont des espaces de réflexion tout à fait pertinents pour réfléchir à ces questions-là. Il va y avoir également un risque d'instrumentalisation, puisque le plaidoyer climatique des ONG humanitaires, c'est vraiment un équilibre à trouver entre absence pure et simple d'analyse environnementale et une surdétermination du climat. Donc, c'est-à-dire analyser les crises uniquement sous le prisme du climat et avec le risque d'occulter tous les facteurs politiques, socio-économiques des crises. Et en fait, longtemps, les catastrophes naturelles ont été dépolitisées. On estimait que c'était le lot de la nature, mais en réalité, elles révèlent des vulnérabilités structurelles. Et notamment, l'exemple du cyclone de Chido est assez parlant, à Chido, à Mayotte, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec un tiers qui vit également dans des bidonvilles, et que derrière, finalement, l'État avait été accusé de mauvaise gestion, ou en tout cas d'avoir délaissé ce territoire-là. Et donc, c'est pour ça que les conséquences humaines ont été si désastreuses. Également, au Darfour, on voit que ce conflit il a pu être décrit comme un conflit climatique. Alors, évidemment, la vague de désertification ainsi que la sécheresse de 2003 ont eu un impact sur les vagues migratoires et les tensions derrière qui ont découlé sur la question de pénurie de terre, d'accès à des ressources. Mais il ne faut pas non plus oublier toutes les rivalités ethniques, les questions de croissance démographique, de pauvreté endémique, de malgouvernance, de réserves pétrolières. Donc en fait, c'est tout cet ensemble de raisons qui expliquent ce conflit. Et donc, pour les ONG humanitaires, si elles veulent se positionner, si elles veulent porter un plaidoyer climatique, il est vraiment essentiel qu'elles comprennent la complexité des crises et qu'elles fassent très attention également au vocabulaire utilisé. La question des financements, c'est également, je le décris comme le nerf de la guerre, puisque j'imagine que vous le savez, mais le secteur subit un sous-financement chronique. En 2024, c'était 43% seulement des besoins humanitaires qui étaient couverts par des plans humanitaires. Et à cela s'ajoute la fermeture de USAID et la baisse de l'aide publique au développement, et notamment en France. Et cette précarisation du secteur, elle s'inscrit dans un contexte de préférence nationale. Toutes les questions de immigration, défense nationale, compétitivité, pouvoir d'achat sont priorisées à celles notamment de lutte contre le changement climatique. Et à ça s'ajoute une idéologisation des financements, en tout cas de l'accès au financement, notamment aux États-Unis. Donc on a vu une liste de vocabulaire, en tout cas de mots interdits dans la recherche, que ce soit changement climatique, genre, inclusion. Et donc, ce qui peut pousser des ONG à devoir arbitrer entre se soustraire à ces nouvelles exigences afin de garder ses financements, ou bien conserver ses convictions, mais au prix de pertes drastiques financières. Et donc, ce qu'on a vu, c'est des exemples d'ONG comme Mercy Corps, qui est très dépendante des financements états-uniens, qui a minimisé, voire supprimé la mention du climat dans sa communication. Donc l'image ici, c'est celle du Programme alimentaire mondial, mais voilà, sachant qu'il y a aussi des ONG hors agences onusiennes qui ont dû changer leur communication sur les sujets climatiques. Heureusement, il y a aussi des bailleurs qui s'engagent de plus en plus, comme la DG ECO, avec ses exigences minimales. Et
Et donc, voilà, tous les bailleurs ne sont pas à englober dans le même panier. Et dans tout ça, MSF se distingue puisqu'il n'est pas dépendant des financements publics. MSF se finance uniquement à partir de fonds privés. Mais pour autant, cette indépendance financière ne veut pas dire indépendance opérationnelle. Et ce qu'on a vu, c'est que la fermeture de USAID a eu des impacts opérationnels très importants. Ce qu'on voit, c'est que des terrains d'action comme l'Afghanistan, le Soudan sont des pays qui étaient largement financés par USAID, et donc ça fait augmenter le nombre de patients pour MSF de manière exponentielle. Le MSF bénéficiait également de services d'aviation états-uniens, également de dons en nature, de vaccins, de plum peanut, pour lutter contre la malnutrition, etc. Donc, finalement, ça va avoir également même un impact sur MSF qui, pourtant, n'était pas financé par l'agence états-unienne. Et en plus de ça, puisqu'il y a une baisse drastique des fonds d'origine publique, eh bien, il va y avoir une concurrence accrue pour les fonds d'origine privée. Et avec également, il est important aussi de dire que les entreprises ont elles-mêmes leur lot de controverses, notamment climatiques et environnementales, et que donc ce n'est pas forcément la solution idéale que de revirer sur les entreprises. En cas de plaidoyer, il pourrait y avoir une contradiction, ou du moins des risques d'effritement avec de partenariats sur ces sujets-là. Et enfin, les questions des donateurs privés. Donc, au sein de MSF, pour certains, eh bien, c'est tout à fait primordial de prendre en compte les intérêts des donateurs, et notamment de porter les sujets climat afin d'assurer sa base sociale, notamment chez les jeunes générations. Et quand pour d'autres, eh bien, la satisfaction des intérêts des donateurs ne doit pas rentrer en compte dans le choix de porter un plaidoyer climatique ou non, puisque sur d'autres sujets, ils ne l'ont pas fait, notamment sur le plaidoyer en faveur du cessez-le-feu à Gaza, qui a suscité évidemment beaucoup de réactions de la part des donateurs. Et donc finalement, quelle ligne rouge doit-on définir à ce plaidoyer climatique ? Eh bien, selon les personnes interrogées, différents arguments sont revenus. Premièrement, le rejet d'une posture d'activiste, qui est vraiment connotée négativement comparée à la figure du militant dont se revendiquent certaines ONG. Il y a également le niveau de démocratie interne, à quel point le conseil d'administration a la main mise sur ce type de décision. Et enfin, un argument, c'est donc le double coût d'opportunité du plaidoyer climatique. C'est donc un argument d'Alexandre Chaudonneret présent aujourd'hui, l'idée de dire que le plaidoyer climatique, c'est d'une part un coût économique en termes de ressources humaines qui pourrait être évidemment alloué à d'autres missions, et c'est également un coût en termes de capital politique. Évidemment, un sujet qui est porté au devant de la scène, c'est un autre qui est silencieux. Et c'est d'autant plus une question primordiale que nous sommes dans une ère d'infobésité où l'information est accessible en flux continu, et ce qui noie notamment les actualités sur les crises qu'on dit les crises oubliées, puisque ne font plus l'objet d'actualité, alors qu'on est dans un contexte où les crises durent de plus en plus longtemps, parfois plus de 20 ans, pour le cas de la Palestine, du Soudan, ou encore de la République démocratique du Congo. Jade, oui. Je peux te couper juste pour te dire qu'il est 45 et que c'est vraiment passionnant tous ces éléments, donc je pense qu'on aura des réactions. Donc voilà, de ne pas oublier d'avoir un petit temps d'échange. Mais je te laisse finir, évidemment. J'ai quasiment terminé. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Bien. Et c'est la conclusion. Donc c'est que de ce qu'il est ressorti de mon travail, c'est qu'il n'y a pas de devoir juridique de plaider en faveur du climat pour les ONG humanitaires, mais il peut exister un devoir éthique, et pas seulement au nom de principe, mais aussi envers les populations, avec évidemment toutes ces limites selon l'histoire, la culture et le mandat de chaque ONG. Mais je tiens à rappeler que ce plaidoyer peut se traduire sous plein de formes, et donc ça laisse une liberté assez grande aux ONG de piocher parmi les possibilités de plaidoyer existantes. Et j'en appelle à une alliance entre les différents acteurs, à la fois du secteur humanitaire, environnemental et de l'aide au développement, afin de définir le moyen de lutte le plus juste et efficace. Et parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment des similitudes dans les enjeux
dans les problèmes rencontrés et dans le positionnement politique, il peut y avoir vraiment une cohérence à trouver entre tous ces acteurs. Et pour ça, je veux faire un petit focus sur la situation au Pérou et notamment de l'ONG dans laquelle je travaille actuellement, Envolver. Aline, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci. Donc, ce qu'on voit, c'est que y a un virage vers l'extrême droite à l'échelle internationale et qui n'épargne pas l'Amérique latine. Donc, évidemment, en Argentine, au Chili, et avec des régimes également autoritaires comme au Salvador. Cette année 2026 va être assez décisive puisqu'il y a plusieurs élections présidentielles, notamment au Pérou, mais aussi en Colombie et au Brésil. Et en fait, globalement, ce virage vers l'extrême droite, c'est un facteur important de rétrécissement de l'espace civique en Amérique latine et que les ONG qui sont vraiment à contre-courant des pensées d'extrême droite, elles vont être très impactées. Et notamment, il va y avoir, en tout cas au Pérou, on a montré de nombreuses campagnes de manipulation de l'opinion publique à des fins de discréditation des ONG. Donc, il y a pu y avoir les arguments qui étaient remontés, c'est que les ONG ne seraient pas assez contrôlées, elles seraient pro-terroristes, vraiment plein de campagnes de désinformation tout à fait calomnieuses, et avec des conséquences réelles sur la perception et la confiance accordée aux ONG, notamment au Pérou. Et récemment, il y a donc une nouvelle réforme de la loi sur l'Agence péruvienne de coopération internationale qui vient renouveler un contrôle et une censure des ONG au Pérou, puisque chaque projet doit être validé par l'ONG et que les ONG qui appartiennent au secteur de l'activisme politique, elles appartiennent à un registre différencié. Donc c'est une sorte de fichage, clairement, qui est mené par le gouvernement péruvien. Et avec de nouvelles règles, notamment celle de ne pas porter atteinte à l'ordre public ni aux bonnes mœurs, sachant que les questions de ordre public et de bonnes mœurs n'ont pas été définies, ce qui laisse la voie libre à évidemment tout type de décisions arbitraires et évidemment sans preuve. On a vu des ONG en faveur de promotion de santé sexuelle des femmes qui ont été fermées pour soi-disant atteinte à l'ordre public. Voilà, les sanctions sont bien réelles, ce sont des amendes très élevées, voire la fermeture des ONG. Donc le positionnement de Envolver aujourd'hui au Pérou, c'est évidemment de continuer notre engagement en faveur de la défense de l'Amazonie et de dénoncer les entreprises françaises notamment qui participent à la déforestation illégale. Donc elles ont fait tout un plaidoyer, notre ONG a fait tout un plaidoyer sur le groupe Casino. Je vous invite à aller regarder. Mais actuellement, face au risque d'une amende de devoir payer des amendes très élevées, voire de perdre nos autorisations au Pérou, notre plaidoyer aujourd'hui se fait de moins de manière frontale avec les autorités. Mais évidemment, on continue de s'informer, de lutter et toujours en coopération avec les acteurs locaux en faveur de la protection de l'Amazonie. Je vous remercie. Cette restitution. Ah, tu m'entendais pas. On me censure à mes enfants. Bravo, je voulais dire bravo Jade pour ton mémoire, pour ce travail vraiment riche et qui nous permet de prendre un peu de distance avec notre travail quotidien. Du coup, on va prendre un petit temps d'échange. On laissera aussi peut-être Jean-Martial, je voyais qu'à ma droite, ça prenait des notes, donc je suis sûre que Jean-Martial aura des choses à te dire, des réactions. Mais on va peut-être d'abord prendre des réactions de la salle. Et oh, quelle surprise, je vois Johanna qui a levé la main. Du coup, je triche. Merci Jade, c'était trop intéressant. Première fois de ma vie que je suis très fière d'être luxembourgeoise, voilà. Ma question, c'était quand tu as parlé des donateurs. Donc, moi, je travaille pour Médecins du Monde. Du coup, on reçoit notamment des dons des particuliers aussi. Et c'est un peu une question qu'on se pose sur le positionnement des donateurs par rapport à tout ça. Et du coup, si tu pouvais aller un peu plus en détail sur ce sujet-là que tu as mentionné, ça m'intéresserait beaucoup.
Oui, alors, sur la question des donateurs, alors, j'ai pas étudié spécifiquement quelle est la perception des donateurs particuliers, mais ce qu'on voit, c'est que, évidemment, il y a, notamment chez les jeunes générations, un intérêt pour les questions climatiques et que c'est tout à fait pertinent et c'est quelque chose qui est en tout cas, lors de la campagne de Greenpeace et MSF Luxembourg, ce qui est revenu, c'est que les donateurs, ils voyaient vraiment beaucoup de cohérence entre les deux luttes, puisque c'était vraiment des intérêts qui étaient partagés, avec souvent, évidemment, les intérêts humanitaires et écologiques se rejoignent beaucoup. Donc, je regarde, j'ai vu le commentaire, c'est quel âge jeune, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une pertinence, en tout cas, à rejoindre ces deux sujets-là et que globalement, les donateurs, ils sont en accord avec le fait de mêler ces deux luttes. Et je crois qu'il y avait Xavier, quand on avait préparé la session avec Jean-Martial et Jade, qui malheureusement ne peut pas être là, mais qui nous disait qu'en fait, il n'y avait pas eu une chute des dons, mais des mouvements que les donateurs simplement avaient changé en fait. Il y a Virginie qui a levé la main. Salut Virginie. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Super, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Jade, merci beaucoup pour ton intervention. C'était très inspirant. Et pour nous qui travaillons en Haïti, on se retrouve absolument dans le même contexte que toi au Pérou. Sauf que pour nous, la menace, elle n'est pas forcément des autorités. Elle est vraiment dans la frilosité des acteurs humanitaires qui ne veulent pas s'engager dans des plaidoyers pour le climat, puisqu'un plaidoyer pour le climat est forcément politique. Et donc, on se retrouve, nous, alors quand je dis nous, c'est le groupe d'action francophone pour l'environnement, c'est une organisation haïtienne qui fait un plaidoyer pour le climat à travers Alternatiba Haïti, mais aussi contre l'exploitation de mines d'or par une compagnie canadienne qui s'appelle Unigold. Et ce projet d'exploitation aurifère, il est localisé dans le nord-ouest de la République dominicaine, donc pas sur le territoire haïtien, mais avec des retombées et sur les écosystèmes et sur la santé des communautés haïtiennes dans le département du Nord-Est. Donc, nos plaidoyers ne font plaisir à personne, ni à l'État, ni aux bailleurs, ni aux acteurs humanitaires. Et c'est vrai que dernièrement, on s'est fait indexer par une organisation de protection des acteurs humanitaires qui s'appelle INSO. On a été interdit d'adhérer à INSO sous couvert de neutralité, puisque le GAF ne remplissait pas, selon INSO, ce critère de neutralité. Et c'est là où je remets en question justement ce principe de neutralité. Et je remercie Jade pour la clarification sur le principe de neutralité qui laisse ouvert à des tas d'interprétations institutionnelles et personnelles. La neutralité ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas dans des plaidoyers politiques. La question de... Moi, ma proposition, j'apprécie la question des alliances entre les acteurs humanitaires et de développement, et ça, c'est super. On a fait une action, nous, avec Greenpeace France et ANV COP21 le 12 décembre à l'Arc de Triomphe, et on est très content de ça. Et en fait, je pense que les plaidoyers doivent prendre aussi, pour nous protéger, nous, acteurs locaux, on peut intégrer nos plaidoyers locaux dans des dimensions plus internationales. Le climat, c'est une problématique environnementale internationale. Si on porte le plaidoyer au niveau international, il y aura des répercussions ou des traductions au niveau local et vice-versa. On peut porter des plaidoyers locaux qui ont des répercussions au niveau international. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer la cause environnementale et notamment la cause climatique. En tout cas, merci beaucoup. C'était super passionnant. Merci beaucoup. Un grand merci Virginie pour ta réaction, ton témoignage sur ce qui se passe en Haïti. Et je crois que dans cette réunion, il y a pas mal d'organisations qui travaillent avec INSO. Donc voilà, on est un peu éclairés sur
sur leur façon, sur leur manière de travailler. Ça sera répété, me dit-on à ma droite. Je vois qu'il y a une réaction aussi, une question de Jean-Paul Songola. Est-ce que vous, Jean-Paul, vous voulez poser la question en direct si votre micro est ouvert? Alors sinon, je la relais. Donc, je pense qu'elle est pour Jade. Face à l'exploitation minière et forestière en République démocratique du Congo, quel positionnement politique concret les ONG doivent-elles adopter pour allier écologie, justice sociale et démocratie? Bon, c'est une question piège. Vaste question. Bon, je pense que honnêtement, j'ai pas une connaissance assez fine du contexte en République démocratique du Congo pour vous répondre. Mais bon courage. Non, mais je pense que je ne suis pas la personne la plus adaptée pour répondre à cette question. Mais en tout cas, évidemment, c'est une question qui est tout à fait primordiale et qui pose l'exploitation minière. On le voit également au Pérou, c'est aussi une thématique l'exploitation minière, notamment illégale, va avoir des conséquences sur la déforestation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que toutes ces thématiques, elles sont extrêmement liées. Mais sur la question en République démocratique, désolée, je ne pourrais pas vous répondre précisément. Merci Jade. Est-ce que à ma droite, Jean-Marcel, tu veux réagir? Je te voyais prendre des notes. Jade, j'avais 2 questions pour toi, ou 2 réactions qui sont des questions en fait. La première, c'est tu dis que la distinction entre l'humanitaire et le développement est obsolète. Dans l'étude qu'on a faite avec Martin, on a entendu beaucoup d'ONG mettre en avant qu'elles allaient devoir se recentrer. Et dans la bouche de certaines, ce recentrage, c'était plutôt pour dire, nous, on a un métier à la base qui était plutôt humanitaire, et on est allé vers le multimandat, mais on va peut-être se recentrer pendant quelques années sur des questions plus humanitaires, ou des organisations de développement qui étaient allées un peu vers la réponse aux crises et qui disaient, on va peut-être revenir vers notre cœur de métier. Donc ça... un peu une différence entre ce qu'on a pu entendre dans le cadre de notre étude et ce que tu as dit. Donc ça, c'est un premier point sur lequel j'aimerais bien que tu nous éclaires un peu plus sur ce que toi, tu as entendu. Et le deuxième point, c'est tu as parlé, dans les lignes rouges, tu as parlé du rejet de la figure de l'activiste au profit de celle de militant. Alors j'aimerais bien aussi ça, si tu pouvais nous préciser, parce que là aussi, dans nos analyses et ce qu'on a entendu, on a entendu beaucoup d'ONG dire qu'elles étaient face à un dilemme et des choix à faire entre justement aller vers plus d'activisme, mouiller le maillot, abandonner la neutralité et donc aller plus vers un côté plus activiste, plutôt la façon dont on parle, et on n'a peut-être pas bien compris, c'est pour ça que je te demande d'expliquer, plutôt que d'aller vers un côté un peu plus soft du militant tel que je l'ai compris dans la manière dont tu as parlé. Donc, si tu peux nous éclairer sur ces 2 points-là de ton étude, ce que tu as entendu, ce que t'ont dit les différentes organisations, je pense que ça serait intéressant. Oui, tout à fait. Merci pour ces questions. Donc, pour la question de la potentielle alliance entre aide humanitaire et aide au développement. La question le fait de dire que c'était contre-productif et obsolète, c'est des auteurs d'une section autre que, d'une section de MSF, donc pas celle de Paris, une autre, qui ont, c'est issu d'un article de Alternative Humanitaire, je pourrais retrouver le lien, qui donc ont expliqué que pour eux, vraiment, cette alliance au nom du changement climatique, c'était tout à fait nécessaire. Mais il est vrai que des entretiens que j'ai effectués, il est ressorti que non, c'est vrai que la plupart des acteurs souhaitaient garder, selon évidemment l'organisation, mais que c'était un petit peu chacun son mandat, chacun son périmètre d'action. Sauf évidemment pour Acted qui a un multimandat et qui donc intervient à la fois sur des projets d'aide humanitaire et d'aide au développement. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que finalement, même pour les acteurs qui se revendiquent purement humanitaires et pas du tout de développement, il y a des projets, de plus en plus des projets moyen-long terme, des campagnes de vaccination, etc., ce genre d'initiatives qui s'inscrivent un petit peu plus dans le moyen-long terme et moins dans le contexte d'urgence. Sur la deuxième question, sur la différence entre militantisme et activisme,
c'est vraiment sur la perception de ces termes, notamment que vraiment l'activisme, il y a une connotation qui est très négative. Et donc ça, c'est revenu notamment d'une personne interrogée de la Croix-Rouge qui a dit que voilà, la Croix-Rouge française n'est pas activiste. C'était un de ces termes. Donc, pour dire, voilà, notre limite, ça va être ça, c'est de dire, nous, on fait notre plaidoyer, mais on n'est pas activiste. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que même dans les médias, il y a vraiment une distinction qui est faite entre l'activisme, ce qui est connoté très négativement, bon, si on regarde même l'étymologie du mot, le iste, qui est souvent associé à des termes très négatifs, terroriste, etc., versus la figure du militant, qui peut être qui est connoté différemment. Et par exemple, Action contre la faim se revendique en tant qu'acteur terrain, dit ses membres sont militants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette distinction entre les deux termes. Merci Jade. Merci Jade, et je crois en effet qu'il y a une tension qui existait déjà, mais qui s'est fait plus prégnante cette année, entre les questions du temps long dans lequel on reconnaît l'imbrication des causes et des conséquences, et du coup le temps de l'environnement et des climats. Voilà, c'est la prise en compte du temps long, l'enjeu de prise en compte du temps long, qui est reconnu par les acteurs humanitaires. Et en même temps, la chute des financements, où on se dit, bah, en fait, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je sais faire vraiment? Et je vais me recentrer là-dessus. Et ça, il y a une forte tension, à mon avis, entre les deux. Je donnais mon avis au passage en prenant la parole. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions ou des réactions pour Jeanne. J'avais juste envie aussi de vous dire que Xavier... Ouais. Si besoin, j'en ai encore une. Ah, ok. Alors, je fais juste un petit témoignage pour relayer ce que Xavier de Greenpeace Luxembourg nous avait dit. Et je vous ai mis le lien vers la campagne qui a été faite Greenpeace MSF Luxembourg, qui était hyper intéressante. On a eu la chance d'avoir un entretien avec une des personnes de MSF Luxembourg qui avait géré cette campagne pour en savoir plus. En fait, on a rapidement réalisé au cours de la discussion que c'était avant tout un enjeu de levée de fonds. Et que voilà, c'était ça le premier objectif. Mais je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et c'est très bien. Mais que par ailleurs, il y avait un message politique à porter. C'est juste qu'opérationnellement, c'est pas aller plus loin qu'une levée de fonds. Donc là, je donne la parole à mon contradicteur maintenant. Oui, Alexandre Chaudonneret, MSF France, j'ai été beaucoup cité pendant cette... tout à l'heure, je suis un peu intimidé. Et on était à la même réunion par Spaline avec cette personne de MSF Luxembourg, et il avait dit quelque chose d'important. Il avait dit que ils font régulièrement des sondages au sein des donateuristes luxembourgeoises, et ils ont vu que d'un an sur l'autre, les préoccupations des donateuristes, au sens large, pas uniquement les donateurs, mais les gens qui donnent à des organisations, des associations, ils avaient vu que les préoccupations environnementales étaient toujours assez hautes, mais avaient baissé. En fait, ils se sont dit, qu'ils voulaient faire une campagne commune avec Greenpeace pour remonter dans l'intérêt des donateurs les aspects environnementaux. Et ça a pris la forme la plus basique. Ils voulaient faire plus que ça, d'une levée de fonds, mais c'était une forme de collecte de fonds, mais c'était plutôt une forme de prétexte. C'était vraiment vraiment initialement pour continuer, pour répandre dans l'imaginaire collectif luxembourgeois que c'était un enjeu central. Et de mémoire, elle a dit qu'ils n'avaient pas levé beaucoup de fonds avec ça, parce que c'était pas lent. Pardon? Oui, Et on va clarifier leurs intentions, voilà. Merci. Pas uniquement vénal. C'est tout à fait exact. Merci Alexandre. Et du coup, Xavier nous disait aussi que il se rendait compte que la montée de l'extrême droite, les attaques contre la démocratie, en fait, ça se passait aussi au Luxembourg. Il y a une certaine prise de conscience qu'il fallait aussi défendre la démocratie au Luxembourg. En l'occurrence, c'était le Luxembourg, mais ça pourrait être tout à fait vrai en France ou dans d'autres pays. Et du coup, je rends la parole à Jean-Marc. Mais pour compléter sur ce que nous a dit Xavier l'autre jour, moi je ne savais pas ça, et je n'avais pas compris cette analyse-là, et je la trouve absolument centrale. Et ça rejoint la question activiste-militant. Et à mon avis, c'est plus direct que ça. En fait, il y a dans certaines ONG aujourd'hui, qu'on soit un activiste ou qu'on soit un militant, on fait face au même risque. Si on est dans la mire
du pouvoir, on fait face au même risque qu'on s'appelle activiste, qu'on s'appelle militant. Xavier nous disait que, je lui avais demandé, est-ce qu'aujourd'hui, vu les risques couverts par les militants activistes de Greenpeace Luxembourg, est-ce que vous avez des difficultés à recruter ou à engager des gens dans des actions, dans vos actions? Et il a dit, notre problème aujourd'hui, c'est que les lois ont changé et que maintenant, quand un activiste est mis en garde à vue, il a automatiquement une épée de Damoclès sur la tête, qui fait que s'il est remis en garde à vue ou de nouveau arrêté dans les 6 mois qui suivent, ça sera de la prison ferme, ou ça sera une amende très importante, ou ça sera des conséquences beaucoup plus grandes. Concrètement, ce que ça veut dire pour Greenpeace Luxembourg, c'est que un activiste fait une action, il va en garde à vue, et ensuite il va au repos pendant 6 mois. On ne peut pas lui dire 15 jours après, alors qu'il voudrait le faire probablement. Et c'est ce que les activistes faisaient anciennement dans des organisations comme Greenpeace. Je fais ça cette semaine, dans 15 jours je suis là maintenant. Ok, repos forcé de 6 mois pour éviter qu'on ait des peines de la répression beaucoup plus fortes sur les activistes. Ça, c'est un grand changement dans le cadre qui entoure l'action environnementale dans nos pays. Ouais. Et en France, on a eu le pacte républicain, petit rappel pour les organisations françaises, avec voilà, l'obligation d'afficher, d'adhérer à ce pacte républicain, avec un peu le flou que tu décrivais, Jade, sur ce qu'il implique. Et en effet, tu soulignais le risque aussi de perte d'agrément pour les organisations qui travaillent à l'international. C'est un vrai sujet, l'accès au terrain. Et Virginie, c'est aussi ça qui, encore aujourd'hui, justifie, en tout cas, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est aussi un des arguments avancés pour pouvoir, derrière la neutralité, pour pouvoir continuer à accéder à ce terrain et protéger les équipes qui sont sur place. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et commentaires. Et donc, à nouveau, Jade, un grand merci pour tout ce travail. Tu vas peut-être nous partager le lien de ton mémoire. Je crois qu'on l'a mis sur le site du REH, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc, je crois qu'il y a donc on transmettra la présentation et je crois qu'il y a des coordonnées si jamais vous avez d'autres questions. Pour Jade, on va passer à la suite, qui, vous le verrez, est tout à fait en lien, même si l'étude n'était pas spécifique sur les questions environnementales et climatiques, avec Jean-Martial. Et donc, c'est à nouveau moi qui vais partager mon écran. J'espère que je serai plus forte que la dernière fois. Vous me faites un petit pouce quand vous voyez? Non, tout le monde voit là. Ouais, je vois le pouce de Virginie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup également de m'avoir proposé de venir présenter cette étude. Alors, cette étude, alors mon nom c'est Jean-Martial Bonicharanc, je l'ai faite avec un collègue qui s'appelle Martin Vielaju, avec qui je collabore fréquemment sur des questions d'études de prospective pour le secteur. Et donc cette étude, elle a été faite dans le cadre de l'ONG Lab de Coordination Sud. Et vous avez donc son titre qui est un peu long, mais qui dit déjà beaucoup de choses, qui est sur la diapo que vous voyez. On a créé il y a quelques années, donc pour faire ce travail de prospective, on a créé une petite structure qui est en fait centrée sur nous deux, qui s'appelle Kéros. Kéros, c'est un dieu grec de seconde division, je dirais, qui en fait se caractérise par le fait que c'est, si vous voulez, le petit dieu de l'opportunité. Kéros, c'est le symbole du fait qu'à certains moments, soit on tombe dans le précipice, soit on arrive à s'en sortir et on fait les bons choix pour avancer. Donc on avait choisi ça il y a déjà 6 ou 7 ans, et il se trouve qu'aujourd'hui, ça paraît particulièrement pertinent comme nom pour notre structure de réflexion de prospective. Donc cette étude, elle a porté, alors pour préciser son cadre, elle porte surtout sur les ONG, elle porte sur la solidarité internationale, elle porte sur les ONG internationales, c'est-à-dire les ONG plutôt occidentales qui ont une action dans les pays en développement. La demande était centrée vraiment sur ces ONG-là, qu'est-ce qui va se passer pour elles dans le contexte actuel.
c'est une étude qui, d'un point de vue méthodologique, était très participative, qui, en fait, si vous regardez le rapport, vous verrez que ça renvoie beaucoup aux ressentis, aux paroles des acteurs. Évidemment, on a rajouté une couche d'analyse, surtout sur la fin, mais c'est quand même une ONG qui a fait une étude qui a fait participer une centaine d'ONG dans une enquête, dans différents types d'ateliers. Dans tout ça, il n'y a pas beaucoup d'ONG environnementales pures qui ne font que ça, mais il y avait quand même un nombre important d'ONG qui ont des volets d'action environnementale à l'international. Alors, elle est intéressante cette étude parce que quand elle démarre, le contexte n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle démarre avant les grandes coupures de financement du financement français. Elle démarre avant la fermeture de USAID. Donc, elle démarre un peu dans un contexte. Et en fait, on a fait cette étude au fur et à mesure que le contexte se dégradait quasiment quotidiennement. Mais c'était pas le contexte de début, était le retrait du Sahel, la crise, essentiellement, c'était le retrait du Sahel, la crise en Ukraine, la crise de la neutralité des ONG en Ukraine. C'est ça les deux grands sujets qui avaient motivé le lancement de cette étude. Le contexte global, est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, vous voyez, pour résumer, le contexte global qui entoure les évolutions actuelles de la solidarité internationale, on retient deux éléments dans notre étude. L'élément du recul de l'affaiblissement du multilatéralisme et de la remise en cause de la domination occidentale. Alors, si vous voulez, prenons un exemple, juste un exemple qui date d'hier ou d'avant-hier. Le Conseil de la paix proposé par Donald Trump est un exemple quotidien de ce à quoi on fait, un exemple très récent de ce à quoi on fait face quotidiennement en termes de remise en cause des institutions multilatérales et du pouvoir du multilatéralisme. Avec ça, une remise en cause de la domination occidentale avec l'idée qu'en fait, ce multilatéralisme, il était essentiellement en faveur d'un bloc qui s'en servait pour exploiter les autres. Ce n'est pas forcément totalement faux d'ailleurs, mais l'Occident est remis en cause aujourd'hui de manière très large, et j'en reparlerai à propos des conséquences que ça a sur les ONG. Le deuxième élément du contexte actuellement, c'est par exemple ce que Jade nous a dit par rapport au Pérou, mais qu'on voit dans plein d'endroits, c'est la vague conservatrice et autoritaire qu'on voit élection après élection, avec des effets sur la société civile qui sont de contrôle. Jade nous en a bien parlé, la mise au pas, mais aussi un élément majeur, je pense, pour la solidarité internationale, c'est la rupture du lien ou la tentative de rupturer les liens entre sociétés civiles de différents pays. Donc, en coupant, en disant, par exemple, aux ONG de son pays, vous ne pouvez plus recevoir de financement si vous êtes des agents de l'étranger, on essaye de séparer les sociétés civiles, de les empêcher de se connecter internationalement. Ça a des conséquences majeures pour les ONG. Dans l'étude, on avait essayé, sur la base de ce que nous ont dit les ONG avec qui on a travaillé, je peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. On a travaillé autour on a essayé d'organiser les remises en cause actuelles du secteur. Vous voyez ici autour de 5 grandes remises en cause. Donc, je vais vous donner, pendant que vous regardez ça tranquillement en même temps que je parle, je vais juste vous donner un ou deux chiffres ou une ou deux idées sur chacune de ces remises en cause. Alors, sur le financement, qui est en bas à gauche, Jade en a parlé, mais vous voyez, l'aide publique au développement mondial est a diminué de 25% entre 2023 et 2025. 60 milliards de dollars en moins pour l'aide publique au développement. En fait, c'est l'équivalent du crash de 1929. Le premier jour du crash de 1929, c'était 25% de baisse. Alors, et on est dans cet ordre de grandeur en termes de changement. Et aujourd'hui, on est encore dans des diminutions.
On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Un élément que je trouve intéressant dont on parle pas assez, c'est que cette diminution des financements, et notamment c'est assez majeur pour la France, cette diminution des financements des ONG internationales, elle affecte les relations entre ces ONG et leurs bailleurs de fonds, notamment l'AFD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement il y a moins d'argent, on va financer moins de projets, mais il y a que depuis 10 ans, 12 ans, l'AFD était très motrice d'un dialogue stratégique avec les ONG. Hein. On veut comprendre pourquoi vous faites ça. Moi-même, en tant que consultant, j'ai animé ou participé à beaucoup de choses dans cette direction-là. On veut comprendre pourquoi vous faites ça, on veut discuter avec vous, on doit avoir des stratégies communes. Et là, tout d'un coup, patatras. Et donc, il y a non seulement le chiffre, mais il y a aussi les relations qui sont affectées. En termes de conséquences, un élément que je pense qu'on doit avoir en tête, dans les premiers temps de la baisse des financements, c'est surtout les grosses ONG multimandats ou humanitaires qui étaient financées par l'USAID, qui ont fermé très brutalement des projets en disant du jour au lendemain à leurs équipes, il n'y a plus de financement, le projet il est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, vous étiez dans le projet, demain, vous n'y êtes plus, c'est terminé. Ces ONG ont souvent diminué leurs ressources humaines par 20%, 25%, hein. Soit des milliers de personnes, souvent du staff local. Hein. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les plans de sauvegarde de l'emploi, on peut les appeler comme ça, si on veut regarder positivement, mais qui sont souvent de décider qui s'en bat dans une organisation, ça commence à atteindre les ONG plutôt de développement françaises. Hein. Les ONG de développement de taille moyenne ou petite, qui aujourd'hui sont en train de dire, bon, on ne peut pas garder tout le monde, comment on fait? Sur la réduction d'espace civique, bon, Jade en a parlé aussi, je vous donnerai juste un chiffre qui, moi, me frappe beaucoup. On a plus de pays aujourd'hui sur la planète qui sont dirigés par des gouvernements autoritaires que de pays qui sont dirigés par des gouvernements démocratiques. On vient de basculer. On est à peu près encore équilibré, mais on vient de basculer. Et comme on l'a dit, à travers l'exemple, par exemple, de Greenpeace Luxembourg, qui nous avait été donné par Greenpeace Luxembourg, c'est aussi dans nos pays qu'il y a une réduction de l'espace civique. Ce n'est pas un problème d'ailleurs. Sur la remise en cause de la posture partenariale, en fait, c'est intéressant de comprendre. Alors là, principalement, on parle du débat sur la localisation et on parle du débat sur la décolonisation de l'aide. Donc, localisation, décolonisation. Localisation de l'aide, c'est pas récent. En fait, il y a le sommet humanitaire mondial de 2016 qui met ça sur le devant de la scène pour les humanitaires, mais avant déjà, on a toute la réflexion partenariale de toutes les ONG de développement qui préexistent depuis longtemps. Et derrière, le débat se transforme vers les questions de décolonialité de l'aide. Sur le thème de la mobilité, c'est un terme qui était intéressant parce qu'on l'avait peut-être, il était peut-être moins perçu comme étant central. Mais en fait, sur la mobilité, il y a deux niveaux qui sont intéressants. C'est à la fois le côté difficulté d'accès par des entraves administratives. Hein, donc, c'est tous les pays où on a compliqué la venue des équipes de projet, etc. C'est les risques en augmentation et c'est les plans carbone. Donc, il y a à la fois la volonté, donc ce dont tu nous as parlé au début, la volonté de développer des plans carbone, et puis de l'autre côté, une volonté alors, une volonté interne, les plans carbone, et puis un contexte externe. Ensuite, il m'en reste peut-être sur le DIH. Donc, le dernier, c'est sur le droit, la remise en cause de l'espace et de l'action humanitaire. Un chiffre, plus de 500 morts parmi les acteurs humanitaires, le staff des opérateurs humanitaires à Gaza depuis 2023. Le retrait de l'accréditation de MSF Gaza il y a quelques jours. On ne croit plus, le droit humanitaire actuellement est foulé aux pieds, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et
les décideurs les plus puissants de la planète ne croient plus aujourd'hui à la neutralité d'une action dans une situation de crise. Hein. Donc vous avez aujourd'hui un nouveau modèle qui se met en place, notamment chez les Américains, c'est-à-dire je ne finance plus l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, 5 milliards de moins sur à peu près 40 milliards, 5 milliards de moins entre 2023 et 2025. Et vous avez, on ne finance plus l'aide humanitaire, mais on va prendre une ONG ici, créée peut-être même ex nihilo, et on va lui demander de travailler de la façon dont on veut qu'elle travaille dans tel ou tel contexte. C'est la nouvelle stratégie des puissants. Alors cette série de tendances, finalement, elle entrave la solidarité internationale, et ce n'est pas simplement de l'entrave, ça débouche sur une crise de la légitimité. En fait, si vous voulez, pour faire une phrase, c'est la fin des 30 glorieuses des ONG internationales. Les 30 glorieuses, c'est la chute du mur de Berlin, 1989, suite à laquelle on a cru, grâce au multilatéralisme, il y a eu le multilatéralisme, c'est beaucoup développé, les ONG se sont embarqués dans cette mouvance-là et se sont beaucoup développés, et ça s'arrête maintenant parce que le monde des blocs se créent, le multilatéralisme recule, et il n'y a plus de légitimité. La légitimité est en question pour les acteurs qui vous prétendraient travailler de manière neutre et dans un cadre multilatéral. Alors, dans l'étude, si tu peux mettre la diapo suivante, puis je vais accélérer un petit peu. Dans l'étude, on a demandé aux ONG qu'on a rencontrées où elles en étaient en termes de réponse. Alors, je ne vais pas commenter bien sûr ce tableau-là, mais si vous regardez dans l'étude, vous verrez ici un ensemble de propositions faites par les ONG pour essayer de contrer la situation actuelle. Ça, c'est cause, si vous voulez, c'est remise en cause par remise en cause. Mais dans l'étude, si vous passez à la diapo suivante, on fait une analyse finale à la fin qui est de dire comment répondre à la situation actuelle. Hein. Comment répondre à cet ensemble, à cette crise de la légitimité. Et il y a 3 niveaux qui nous paraissent importants, et je vais les présenter un petit peu et si tu peux mettre la diapo suivante, il y a 3 niveaux. Donc il y a le niveau politique, comment on répond politiquement à la crise actuelle, comment on répond d'un point de vue de sa posture internationale, c'est-à-dire quel acteur international on veut être, et comment ensuite, dans un 3e niveau, comment on s'organise, quelle organisation on se propose d'avoir pour répondre à la crise actuelle. Je commence par le politique. Sur le politique, nous, dans l'étude, on dit aujourd'hui, ça va rejoindre un peu cette discussion sur activistes, militants, etc. On dit que, en même temps, c'est bien, si tu pointes un petit peu les endroits dont je parle, vous voyez, sur le côté politique, on pose la question de savoir si les ONG doivent, quelle doit être leur posture politique. Est-ce qu'elles doivent, en gros, on dit, est-ce qu'elles doivent s'indigner, c'est-à-dire mettre en avant des valeurs et dire, nous, on lâchera rien sur nos valeurs, et on courra les risques qu'il faut courir qui sont alignés avec nos valeurs. Hein. Ou alors, est-ce qu'il faut, dans le monde d'aujourd'hui, être pragmatique, c'est-à-dire dire, OK, pour avoir des financements ou pour continuer à travailler en tant qu'ONG internationale, il faut mettre de l'eau dans son vin. Jeanne nous a dit tout à l'heure, Mercy Corps était d'accord, visiblement, pour supprimer la mention du climat dans ses demandes de financement. Ce n'est pas la seule ONG aujourd'hui qui fait ça. Hein. Il y a plein d'ONG aujourd'hui, au moment d'écrire inclusion, elles se disent « Oh mon Dieu, est-ce que j'écris inclusion ou est-ce que je mets un autre mot à la place ?» Voilà. Donc c'est ça le dilemme indigné pragmatique. Chez les indignés, il y aura des activistes, au sens de gens qui vont dire « Nous, on va prendre les risques qui vont avec », ou des militants, on les appelle comme on veut, hein. On va prendre les risques qui vont avec le fait de mettre en avant nos valeurs et de ne rien lâcher. Chez les pragmatiques, on va plutôt dire, bon, bah, nous, on va attendre que ça passe en changeant, en modifiant notre discours. Vous voyez qu'il y a une 3e catégorie qui est les alignés. Dans un monde de blocs tel que celui qui se dessine actuellement, vous allez avoir probablement des ONG qui vont dire, bah, nous, on va jouer le jeu du bloc.
Donc notre bloc, alors ça va plus loin que le pragmatique au sens où ça dit, bon, bah, nous très bien, les valeurs qui sont mises en avant dans notre bloc, elles nous vont très bien. Et donc, on va avancer dans cette direction-là. Le dilemme sur le respect des valeurs, il est intéressant parce qu'il se joue à la fois dans les organisations, au niveau des organisations. Aujourd'hui, est-ce que mon organisation, elle va décider d'être indignée ou pragmatique ou alignée? Elle se joue aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun peut se dire, moi, mon organisation a décidé d'être indignée, mais moi, je ne suis pas prêt à prendre les risques. Ou moi, mon organisation a décidé d'être pragmatique, et moi, je veux, au contraire, aller dans une organisation qui prend des risques dans la situation actuelle. Donc ça, c'est un des débats qui va se jouer actuellement. Le positionnement international, la question qui est intéressante sur préciser son étiquette internationale, c'est que, si vous voulez, ce qui s'est passé récemment, qui est assez fascinant, c'est que les ONG internationales françaises, comme les ONG internationales d'autres pays, d'ailleurs, se sont retrouvées tout d'un coup avec une étiquette occidentale collée sur le front, sans qu'on leur demande leur avis. C'est-à-dire que on les a tout d'un coup rattachées à un bloc, en disant, vous faites partie de ce bloc, et même si elles avaient, depuis des années, essayé d'apparaître comme des organisations très localisées, etc. Mais il y a ce retour en force dans le cadre du contexte actuel, et donc les organisations sont forcées de se demander comment ce sparadrap du capitaine Haddock du label occidental, est-ce qu'il faut le décoller? Comment on le décolle? Ou bien est-ce qu'on l'assume dans la période qui vient? Sur la mobilité, je vois que je prends un peu de temps, donc j'essaie d'accélérer un peu. Sur la mobilité, question très intéressante sur, en fait, la question de est-ce que les ONGI peuvent devenir des organisations immobiles? Donc, on a beaucoup discuté de ça dans le cadre de l'étude avec un certain nombre d'organisations. Alors, il y a des réponses qui sont très intéressantes à ce niveau-là, parce qu'il y a des organisations qui vont dire, nous, notre modèle ne permet pas l'immobilité. D'abord, la mobilité fait partie des éléments constitutifs des valeurs qu'on met en avant. Par exemple, on travaille sur la migration, on travaille sur l'échange de volontaires, on travaille sur ceci, on travaille sur cela. Devenir immobile n'aurait aucun sens pour nous. Il y a des organisations qui disent, nous, notre cœur de métier nécessite la mobilité. Les organisations humanitaires, dans les premiers moments des crises, elles disent, nous, dans le premier moment des crises, c'est sûr, dès qu'une crise dure un peu, les acteurs locaux peuvent prendre le relais, mais quand il faut agir vite, on doit y aller directement. Par contre, on voit arriver de plus en plus des organisations pour qui la mobilité, c'est moins important. Donc des organisations qui, en fait, sont des ponts de financement, donc qui financent à travers des outils. Je vais prendre un exemple, par exemple Charity Water, donc des plateformes de collecte de fonds qui redistribuent à des projets. On a également toute une nouvelle famille d'ONG qui sont assez intéressantes à regarder, moi je trouve aujourd'hui, qui travaillent sur les questions de lutte contre la désinformation, de fact-checking, de surveillance des conflits, avec un travail qui peut se faire à distance. Et puis aujourd'hui, toutes les ONG se demandent aussi d'une certaine façon, dans ce que je fais, qu'est-ce que je peux numériser? Je fais de la santé, est-ce que je peux le faire à distance? Je fais de l'éducation, est-ce que je peux le faire à distance? Ça conjugue plusieurs pressions actuelles, la pression de la baisse des financements, la pression sur la mobilité, la pression sur les difficultés d'accès. Donc, il n'y a pas une ONG aujourd'hui, dans celle avec laquelle moi je travaille actuellement, qui n'est pas en train de se poser des questions sur l'utilisation de la numérisation des activités, sur l'utilisation de l'IA pour prendre en charge certaines tâches et pour diminuer pour gagner en efficacité, souvent au détriment des ressources humaines. Sur le troisième élément qui est la posture organisationnelle, j'irai très rapidement. Il y a une question sur la taille. Aujourd'hui, il y a des organisations qui disent on va s'accepter plus petite. Small is beautiful. On était plus petite avant de grossir dans les 10 dernières années et on va s'accepter comme ça et revenir un peu à des fondamentaux. C'est pas si grave. Il y a d'autres organisations qui disent non, nous, c'est croissance à tout prix.
On veut reprendre plus vite le chemin de la croissance. Actuellement, ce qui se passe, c'est un peu un accident de parcours, mais on va trouver d'autres financements, on va trouver d'autres façons de faire, on va modifier notre modèle économique, on va même peut-être franchir des lignes rouges en termes de financement. Hein, aller vers des bailleurs de fonds pour qui on disait avant, non, ça, c'est pas possible, mais on va retourner les voir en disant, OK, maintenant, ça peut marcher. Alors, si tu vas alors, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres diapositives. Je vais finir rapidement en 2 minutes sur la question de qu'est-ce que je comprends, puisque je vous ai parlé de manière très générale. Mais votre sujet, c'est un peu les questions environnementales. Donc, juste pour dire ce que je vois, moi, aujourd'hui, en fonction de ce que je vous ai dit, hein, je ne peux pas imaginer plus que ça. Mais déjà, l'environnement aujourd'hui est pris en otage. Hein, ça fait partie des enjeux qui sont pris en otage avec d'autres, hein, mais ça fait partie des enjeux qui sont pris en otage dans le cadre de du contexte qu'on a décrit tout à l'heure, notamment le recul du multilatéralisme. Hein. Moi, un truc qui me fascine, c'est par exemple que le mot progressiste, aux États-Unis aujourd'hui, progressiste, c'est un gros mot. Donc il y a les conservateurs et il y a les progressistes. Les progressistes, c'est un gros mot. Les conservateurs, ça veut dire pétrole, ça veut dire on ne fait pas de plan carbone, ça veut dire on ne croit pas à la crise climatique. Donc ça pose la question. Ce n'est pas aux USA aujourd'hui qu'on va demander aux ONG qui sont financées par le gouvernement de produire un bilan carbone, selon moi. Ça pose la question de savoir si ça déteint sur nous. Ça renvoie un peu à votre charte, là, enfin, à votre grille. Est-il nécessaire d'être irréprochable dans ce monde nouveau qui est en train de se mettre devant nous? Ça paye comment? Ça rapporte quoi d'essayer d'être irréprochable, hein? Après, l'Europe pourrait être un espace de résistance. Je finirai sur ça tout à l'heure, hein, dans 2 minutes. Alors, sur la question de l'environnement aussi, on peut se demander, moi, comment j'ai commencé à réfléchir, c'est est-ce que les responsables environnementaux dans les ONG vont faire les frais de la situation actuelle? C'est intéressant de voir que, en fait, les ONG françaises, elles se sont beaucoup... alors, on utilise le mot professionnalisé dans les 15-20 dernières années parce que les financements augmentaient, parce que leurs bailleurs de fonds les poussaient aussi, et il y a eu une espèce de cycle qui a été, il faut que vous ayez des responsables d'apprentissage, d'évaluation, etc. Ensuite, il y a eu le genre, après, il y a eu le climat, après, il y a eu les normes, la lutte contre le financement du terrorisme. Maintenant, il y a moins de financement. Dans quel sens ceci va éventuellement se déconstruire? Ou est-ce que ça va rester? Ou est-ce que ça va tenir? Ou est-ce que ça va se déconstruire? Et si ça se déconstruit, dans quel sens? C'est une question, je pense, qu'on peut se poser. Je reviens rapidement sur les restrictions de l'espace civique qui touchent l'environnement. Greenpeace USA fait face à une poursuite bâillon de plusieurs centaines de millions de dollars. La répression accrue sur les activistes environnementaux, elle est codifiée. Hein, elle est connue, on sait les lois qui sont mises en place par les uns et les autres. Ça renvoie très directement avec ce que je dis tout à l'heure sur la position alignée vs pragmatique. Qu'est-ce qu'on va choisir? Maintenant, il y a une question qui est intéressante à se poser aussi, pour nous tous ici, c'est, on voit apparaître petit à petit un environnement dans lequel il y a de plus en plus d'organisations de la société civile qui sont conservatrices. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas l'habitude de faire face à ça dans notre environnement. Il y a une plateforme qui s'appelle Agenda Europe, qui regroupe une centaine d'organisations actives dans la promotion de l'antiféminisme, qui sont anti-avortement, qui sont anti-LGBTQIA+, qui sont financées par des donateurs ultra-conservateurs. Moi, je vous pose la question, puisque vous êtes dans le secteur de l'environnement, je n'ai pas cette information, mais est-ce qu'il y a déjà, sur le secteur de l'environnement, cette même structuration? Il faut qu'on soit prêt. Alors, parce qu'en fait, il y a quelques années en arrière, et même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on commence à se réveiller, quelques années en arrière, on assumait que notre secteur, on était relativement homogène politiquement. On était progressistes, même si, tous, plus ou moins. Hein, même si il y en avait qui étaient moins progressistes que d'autres, mais globalement, on était un milieu progressiste. Or, aujourd'hui,
la société civile, on est en train de voir qu'elle existe aussi sous une forme conservatrice. Alors, je vais finir sur une note positive. Vas-y. Est-ce que le changement climatique... Alors moi, je crois beaucoup que, en fait, si vous voulez, il est important de rechercher, de maintenir des espaces de multilatéralisme dans le contexte actuel. Lien de société civile à société civile, il faut se battre pour ça. Ça me paraît être un des enjeux majeurs de la société civile internationale dans les années qui viennent, de maintenir ce qu'on peut de multilatéralisme, même si c'est à notre niveau. Et la question que je pose, c'est est-ce que le changement climatique, ça peut être une des pistes de maintien ou de relance de ce multilatéralisme, à la faveur de crises majeures qui nous frapperaient et qui permettraient qu'il y ait petit à petit l'apparition d'un espace de résistance autour de cette question environnementale, mais avec cette dimension multilatérale qui permettrait de garder en lien les ONG au niveau international. Merci beaucoup Jean-Marcel. Alors là, on est tous plombés. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a énormément de points que tu soulèves qui, je pense, ont interpellé tout le monde. Donc, bravo et merci. Je vous invite vraiment à lire l'étude. Elle est longue, mais elle vaut les heures de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais que tu l'as aussi déjà présenté, donc je serais curieuse de savoir quelles sont les principales réactions que tu as eues. Mais avant de poser mes questions, je vais laisser les participants poser les leurs, si vous en avez. Donc, dans le chat, on a eu les questions sur les... Bon, il y avait mes questions aussi dans le chat, donc je triche, mais il y avait des questions sur quelles sont les ONG qui sont alignées. Donc, je pense que tu as déjà répondu sur l'exemple que tu as donné avec Agenda Europe, etc. Mais tu en connais en France qui traitent des ONG alignées? Non, mais on ne peut pas parler, on entend des organisations, on entend surtout beaucoup des organisations qui aujourd'hui disent « nous, on va être indignés ». Ah, quand même, tu nous rassures que c'est toute la norme. Oui. Mais oui, bien sûr, des organisations qui travaillent sur des questions de droits humains, des organisations qui travaillent sur des questions de genre, des organisations environnementales. Oui, il y en a qui disent « nous, on va être indignés, on ne va pas se laisser marcher dessus et on ne va pas laisser nos agendas et nos valeurs être battus en brèche. » Il y a déjà quand même aussi beaucoup d'organisations qui disent « nous, on va être pragmatiques ». Alors, c'est clairement qu'ils disent nous du moment que... Alors, les pragmatiques, en gros, ils disent nous du moment qu'on peut répondre aux besoins qui sont au centre du mandat de notre organisation, ça nous suffit. Hein. C'est ça qui est le plus important, c'est on a un mandat qu'on s'est donné et on peut nous faire tourner en bourrique, on peut nous faire tourner en rond. Nous, l'important, c'est qu'on remplisse notre mandat et on va le faire, même s'il faut tourner un peu notre vocabulaire, etc. C'est ça qui est le plus important pour nous. On entend aussi des organisations dans la catégorie des pragmatiques qui disent on s'est un peu fait avoir pendant ces 10 dernières années sur tout ce contexte de partenarial, de participation à tout un tas de structures avec des bailleurs de fonds, de partage, de développement stratégique commun, de développement de cadres multilatéraux. On s'est fait avoir, on revient sur ce qu'on fait de bien, on va le faire dans notre coin. On répond aux besoins de base fondamentaux auxquels on veut répondre et on ne se fera plus attirer pour le moment dans des trucs qui dépassent. Donc ça, c'est un peu un repli sur soi-même, quand même, hein, d'organisation. C'est un peu le contraire de ce que je dis à la fin en disant il faut chercher, il faut maintenir, il faut défendre le multilatéral. Mais ça fait partie des pragmatiques. Les alignés, moi, je ne peux pas vous citer encore aujourd'hui, mais je pense que si, par exemple, en France, on a le RN qui est élu dans 2 ans et qui revoit les priorités de la coopération internationale française en disant nous, ce qu'on va financer, c'est ça, ça et ça et ça. Il y a des organisations qui vont dire nous, on est partant avec vous. Ça sera ça, les alignés. Ça sera ceux qui diront ça correspond à nos valeurs. Donc voilà, on s'aligne avec ça. Ça nous va très bien. Hein. En tout cas, on a déjà effectivement, côté extrême droite en France, ce terrain qui mobilise déjà autour de lui et qui est capable de lancer un mouvement philanthropique pour des organisations qui portent
ces valeurs, donc les valeurs conservatrices d'extrême droite. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Je me sens un peu seule, mais si vous n'en avez pas, j'ai pas de souci à mobiliser. Alexandre, je vois que tu es le clown sur le chat, merci beaucoup. Si vous n'en avez pas, moi j'avais aussi peut-être une question pour toi, Jean-Martial. Finalement, il y a des choses que tu décris sur la mise en lien de la société civile. En fait, est-ce que c'est pas déjà ce qui existe, mais plutôt du côté du mouvement altermondialiste? Alors oui, c'est pour ça qu'il faut défendre ça et se battre pour ça. On a un mouvement, on a des liens de société civile à société civile très importants, hein, qui ont été centrales dans la façon de travailler des organisations des dernières années, voire décennies. Les mouvements conservateurs, ils veulent des sociétés civiles nationales aux ordres qui remplissent un certain nombre de besoins sociaux. Ce serait faux, par exemple, de considérer que un pays ne veut pas qu'il y ait une société civile dans son pays. Tous les pays veulent avoir une société civile qui remplit le minimum, c'est pour remplir des besoins de base que le gouvernement n'est pas en capacité de fournir, hein. Donc ça, un gouvernement conservateur, dans un premier temps, c'est ce qu'il veut. Il va dire, nous, on veut conserver cette société civile qui nous aide auprès des plus démunis, auprès de tel ou tel service, mais on va essayer de limiter la parole de ceux qui font autre chose ou qui sont sur des sujets qui ne nous intéressent pas, par exemple le changement climatique, l'avortement, etc. Donc ça, on va essayer de les stopper et on va limiter les liens entre la société civile de notre pays et la société civile d'autres pays. Alors, à pousser à l'extrême, c'est les cas de la Russie, de l'Égypte, d'autres pays comme ça, qui ont passé des lois qui forcent les ONG qui reçoivent des financements d'autres pays à se déclarer comme agents de l'étranger. Donc, vous vous déclarez comme agent de l'étranger, mais à partir de là, vous ne pouvez plus travailler. En Russie, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit, bon, bah, très bien, je reçois des financements de l'étranger, je me déclare, mais en fait, c'est juste pour vous mettre sur une liste où on va vous empêcher jour après jour d'arriver à travailler. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est utilisée pour couper les liens. Et c'est ça sur lequel il faut se battre. Alors, on le voit déjà, on a entendu beaucoup dans l'étude, hein, il y a beaucoup déjà d'endroits où les ONG françaises, avec leurs partenaires dans les pays du Sud, réfléchissent au maintien des liens dans des situations d'espace civique limité, hein, à travers un affichage moins important des relations qu'on a, à travers des façons de financer différentes, à travers des fois un changement d'identité. Vous avez par exemple, pour aller même dans des cas extrêmes, vous allez avoir des ONG qui étaient membres de réseaux qui portaient le nom du réseau français, qui abandonnent le nom du réseau pour continuer à travailler. C'est-à-dire que c'est une stratégie pour pouvoir continuer à travailler en disant on ne fait plus partie de ce réseau, mais en fait, on est encore en lien, mais on ne le dit plus au pouvoir de notre pays pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, la relation continue à se faire de manière un peu sous-marine. Mais du coup, là, on peut à la fois être pragmatique sur l'exemple que tu prends des process, le nom de l'organisation qu'on détache, etc., tout en gardant des valeurs éventuellement indignées. Enfin, on peut du coup trouver un compromis entre cette position indignée sur les valeurs tout en étant pragmatique sur la façon de continuer, de poursuivre le travail. Alors, ce que je viens de décrire, ça renvoie à présence discrète qui est dans recenser son périmètre d'activité, hein. C'est-à-dire que ça veut dire l'objectif, c'est de conserver des liens, hein, quitte à avoir des stratégies comme celle que je viens de décrire, mais on est sur un maintien des liens comme objectif principal. Aujourd'hui, il y a d'autres ONG qui disent bon, c'est trop difficile de travailler dans certains pays, on arrête de travailler là, on va travailler uniquement là où c'est facile, hein. Donc aujourd'hui, il y a eu des mouvements, par exemple, assez marqués dans certaines ONG pour lesquels l'Asie centrale est devenue un pôle plus important ces dernières années, parce que l'Afrique
notamment le Sahel. C'était plus possible, donc l'Ouzbékistan, etc. Donc on suit un peu, on suit des mouvements comme ça pour aller dans des endroits où c'est pas trop compliqué. Ça pose question. Ça pose beaucoup de questions parce qu'en fait, à la base, et c'est ce que les bailleurs de fonds nous ont toujours dit. Les bailleurs de fonds nous ont toujours dit, finalement, vous nous intéressez parce que vous allez là où c'est compliqué, vous allez là où nous, on ne peut pas aller, vous allez faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc, quand on dit, bon, bah là, c'est un peu trop compliqué, on va aller là où les bailleurs de fonds sont en train d'aller un peu plus et les suivre, est-ce qu'on est à la hauteur de nos valeurs initiales, hein? Merci de poser la question, je pense qu'elle est importante. On a Alexine qui a levé la main et je voulais juste dire aussi que dans le chat, il y avait des commentaires d'organisations qui sont justement des organisations du Sud, donc centrafricaines et congolaises. Bonjour à vous. Et du coup, si vous voulez prendre la parole après Alexandre pour éventuellement apporter un témoignage sur, pour vous, qu'est-ce que ça représente, tous les changements qui ont été décrits par Jean Massiel et les différentes postures possibles. N'hésitez pas à prendre la parole après Alexandre. C'est à toi. Merci. Moi, c'est une question parce que j'imagine que vous avez rencontré beaucoup d'organisations, notamment depuis les législatives anticipées de 2024. J'ai kiffé pas mal discuter chez nous, j'imagine, dans d'autres organisations et accessoirement certains d'entre nous chez MSF France poussent l'organisation à anticiper la réflexion sur ce sujet-là en prévision de 2027. Donc voilà, et évidemment la question centrale c'était bon, est-ce qu'on appelle à voter, est-ce que MSF France appelle à voter, est-ce que MSF France appelle à voter contre le RN, est-ce que MSF France appelle à voter pour le NFP, donc bon, donc accessoirement, je ne vais pas revenir, on a eu une réaction, on va dire à minima, mais quand même, pas un peu plus qu'à minima tout de même. Bon, et ma question pour vous, c'est dans le paysage que vous avez interrogé, quelles ont été les réactions de ces différentes organisations donc sur la société de collecte qu'est la France dans cet événement particulier. Non, mais ta question, c'est par rapport à est-ce qu'il faut prendre position sur le vote? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Un retour sur ce qui s'est passé en 2024, si les réactions par rapport aux indignés, aux pragmatiques ou alignés, qu'est-ce que. Mais statistiquement, les prises de parole de ces organisations. Ce qui me frappe beaucoup depuis l'élection anticipée, là, c'est le discours de on n'échappera pas à l'extrême droite. Alors, j'espère que ça veut dire on va tout faire pour y échapper. Mais en fait, le discours, c'est un peu on n'échappera pas à ça. Bon. Donc, chacun fourbit un peu ses stratégies pour je vais faire. Une fois que ça va arriver. Ceci dit, bon, il y a quand même une frange parmi enfin, dans un deuxième temps, tout le monde se dit non, mais on va. Alors après, je pense que c'est la réponse collective. Quand tu parles de prise de position de MSF, je pense qu'on est aujourd'hui. Alors moi, je vais même prendre le sujet plus largement sur. Alors il y a la politique, mais sur le sujet même de la défense de l'aide publique au développement. Et de l'action des ONG internationales. On a pris dans la face, on a pris un discours tout d'un coup très négatif sur l'APD, sans le voir venir. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les ONG françaises étaient regardées, elles regardaient la montée des financements et elles se disaient tout va bien. Mais elles ne regardaient pas, n'ont pas vu monter petit à petit ces critiques de l'APD qui prenaient de plus en plus de poids et elles n'ont pas cherché à avoir un contre-discours par rapport à ça. Donc on a laissé ce discours de critique de l'APD et des ONG, de leur absence de neutralité et de leur implication sur des sujets woke ou autres, etc. On a laissé ça à l'extrême droite et maintenant on a un gros temps de retard. Mais c'est probablement rattrapable, hein, mais il y a un gros temps de retard sur ça. Et juste, il y avait Xavier qui nous avait dit aussi que le Greenpeace France était
j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, c'est dans mes notes que Greenpeace France s'était positionné en faveur du NFP lors de la dissolution en 2024. Pour ceux qui ont écouté l'émission, je crois que c'était sur France Inter, avec Clément Sénéchal, qui est ancien chargé de plaidoyer chez Greenpeace, il avait justement reproché à Greenpeace France de ne pas s'être positionné en 2017. Enfin, l'ONG s'était positionnée contre l'extrême droite, ce qui est assez classique dans notre secteur. Les associations se positionnent facilement contre l'extrême droite, mais rarement pour, parce qu'elles ne veulent pas être partisanes, etc. Et c'est presque la limite, hein, c'est ça que ça vient un peu interroger. Et puis, alors, je ne sais pas si... Donc, on est un tout petit peu en retard, mais ce n'est pas très grave. Et je ne sais pas s'il y a si les... Léon et Jean-Paul, vous vouliez prendre la parole. Je ne vois pas votre micro ouvert et vos mains levées. Donc, je ne veux pas vous forcer, mais en tout cas, sachez que vous êtes bienvenus pour prendre la parole si vous voulez pour ces dernières minutes. Jean-Paul, oui. Alors, il faudra quand même me laisser 5 minutes pour les updates. Mais Jean-Paul, allez-y. On vous entend. Vous m'écoutez? Ah, pas très bien, il va falloir parler très fort. Mais là, vous m'écoutez quand même. Un peu. Oui, d'accord. Merci pour la parole. Je voudrais juste attirer l'attention sur le rôle des organisations nationales, notamment dans notre pays, la RDC, dans un contexte marqué par la baisse du financement ces derniers temps. Peut-être, ouais. Est-ce que c'est la question sur la localisation qu'il a posée? C'était la question sur la... Non, en fait, c'était pas une question... C'était sur les baisses de financement. Comment renforcer le rôle stratégique et l'autonomie des ONG nationales afin qu'elles restent des actrices centrales du plaidoyer. C'est ça, hein? Du plaidoyer écologique et démocratique, notamment dans des pays comme la RDC. Moi, alors, ça m'intéresse de répondre globalement, un peu, de dire quelque chose sur la localisation de l'aide par rapport à ça. Alors, je pense que là, le contexte est venu impacter le débat sur la localisation de l'aide. Alors, on pourrait dire d'une certaine façon, alors on a vu par exemple que des réseaux, par exemple le réseau NIR, a pris la parole assez fortement en disant il y a moins de financement pour l'aide internationale, cet argent doit aller aux ONG nationales, il est temps de vous retirer. Hein, en gros, c'était le message de réseaux qui poussent fort sur la localisation de l'aide. Donc, ces discours-là existent. Après, il y a des bailleurs de fonds qui ont pris des positions depuis qu'ils ont moins de financement. Par exemple, le système d'aide humanitaire des Nations Unies, dans son plan de réduction actuellement, il y a un des volets qui est passer plus par les acteurs locaux. Donc, il y a un certain nombre de décisions où on voit que le contexte actuel, finalement, pourrait être favorable à la prise, et ça serait logique, hein. Ça pourrait déboucher sur, bon, ben voilà, il y a moins de financement, les acteurs locaux sont prêts, donc allons-y, finançons les acteurs locaux et accélérons la localisation de l'aide. Il pourrait y avoir un mouvement comme ça. Maintenant, après, il y a aussi, ça pourrait aussi aller dans l'autre sens. Je prends le cas des ONG françaises. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Une ONG française qui, en fait, avait jusqu'à maintenant ses activités et puis elle avait augmenté un peu, je dirais, son volet localisation. Par exemple, elle avait mis en place un système de financement d'acteurs locaux, elle avait multiplié ses partenaires, etc. Donc, en vue de leur donner plus d'espace, hein, dans un cadre de localisation. Aujourd'hui, on lui dit, on vous supprime tant de financement, il va falloir réduire de temps. Qu'est-ce qu'elle va couper? C'est la grande question. Est-ce qu'elle va dire, je maintiens mes engagements de localisation, je maintiens mon fonds pour les acteurs locaux, ou est-ce qu'elle va dire, je maintiens mon corps de métier, je maintiens mes équipes, je maintiens mon siège, hein? La réponse n'est pas du tout évidente. Donc, il pourrait y avoir à la fois des mouvements qui favorisent la localisation de l'aide, mais il pourrait aussi y avoir des reculs de la part d'organisations qui disent, bah là, dans un contexte difficile comme ça, nous, on va essayer de survivre. Hein. Et on va faire, on va se recentrer. Alors, bien sûr, ils diront pas qu'ils abandonnent la localisation d'aide, mais ils diront on va se recentrer sur nos partenaires les plus importants, on va continuer avec eux, à les faire progresser.
vers l'autonomie, vers la prise en charge, etc. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils reculeront d'un pas sur la localisation de l'aide. Donc moi, je pense que je suis ambigu sur le truc, je pense que ça va aller un peu dans les deux sens. Merci beaucoup, je suis désolée, je ne peux plus prendre de questions. Donc, toutes mes excuses pour les personnes qui n'ont pas pu s'exprimer, mais vous aurez le contact également de Jean-Martial si vous souhaitez l'embêter par la suite, mais pas trop, s'il vous plaît, quand même. Un peu m'embêter. Merci. Et donc, un grand merci à vous. Je me permets de finir sur les quelques informations à venir au REH très rapidement. Du coup, le prochain forum aura lieu le 9 avril 2020. Oui, pardon, bravo Jean-Martial et un grand merci, mais heureusement qu'il y a des gens qui applaudissent. Du coup, le prochain forum aura lieu le 9 avril 2026 de 14h à 16h. Vous pouvez déjà vous inscrire. Il ne sera cette fois qu'en visio. Oui, on ne sait pas toujours la fête chez le médecin du monde. On va probablement, donc le sujet n'est pas encore défini, vous savez que c'est le secrétariat qui choisit les sujets, donc c'est-à-dire moi, mais a priori ça sera sur les ressources en eau, un sujet qu'on a rarement abordé au REH, donc si vous avez des choses que vous souhaitez présenter, partager, n'hésitez pas à me contacter. Aussi pour vous prévenir de ce qui va sortir côté REH, donc on a le groupe de travail déchets, qui a quasiment finalisé un kit pour la gestion des équipements solaires. Il sera disponible en anglais, français, espagnol et aussi en arabe. Et un grand merci à tous les membres du groupe de travail et aussi en particulier à Hulot, qui notamment a fait la traduction en arabe. Le groupe de travail achat qui bosse sur la question qui travaille sur la grille de questions ESG par catégorie de marché, qui avait déjà été annoncé, donc c'est toujours dans le à venir. La nouvelle gouvernance du REH qu'on devrait avoir fini d'ici le 9 avril 2026. Une fiche sur la comptabilité carbone des médicaments qui est faite par le groupe de travail carbone et en particulier par Médecins du Monde. Donc merci Joanna. Comment ? Encore une nouvelle mise à jour du module santé mentale et soutien psychologique de la MERA, parce que il y a eu des discussions avec l'OMS qui a accepté de l'intégrer dans ses minimums standards SMSP, MHPSS. Un grand bravo et un grand merci, notamment à Guillaume Pégon. Pardon, à chaque fois je cible des gens alors que c'est pas cool parce qu'il y a toute une équipe derrière, mais donc bravo. Et un appel à participation au pilote Mérani Plus, le groupe de travail évaluation environnementale qui lance un projet pilote au Burkina Faso sur les évaluations environnementales. Si vous voulez y participer, les termes de référence sont mis sur le site internet du REH. Ce qui me permet de vous rappeler que le site internet est là pour accueillir également vos actus et vos ressources que vous souhaitez partager. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer, ma collègue Camille, que je remercie, se charge de les mettre sur le site internet. Au passage, il y a des ressources qui peuvent être utiles. Il y a des actus qui sont toujours d'actualité, je pense, notamment aux Joint Initiatives portées par Hulot. Je pense aux formations NIT+, données par le groupe PRD. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il est 16h00, je vous remercie et encore merci à Jade et Jean-Martial et à dans 3 mois.